Nous allons maintenant passer à la dernière séquence absolument passionnante. Je le sais parce que moi je l'ai déjà entendu dans cet exercice. On a parlé de l'EHPAD du futur. Le futur, c'est d'abord effectivement la façon dont nous allons organiser notre secteur dans les prochaines années. Mais il faut vraiment maintenant que chacun des directeurs se rende compte des révolutions technologiques qui ont lieu aujourd'hui dans nos sociétés, parce que ça va évidemment impacter notamment sur la question du vieillissement. Et donc, avant d'appeler Luc Ferry à la tribune, je veux remercier aussi, mais je ne dirais pas là aussi où elle est assise, la conseillère Action sociale du président de la République, qui non seulement a assisté à tous nos débats hier après-midi, mais ça a dû lui plaire puisqu'elle est revenue cet après-midi et elle a écouté l'ensemble de nos débats. Je veux dire ça parce que c'est important qu'on sache que tout ce qui est dit ici est entendu par la ministre, ça a été le cas tout à l'heure, par des parlementaires et puis par l'Élysée. Voilà. Mais là encore, je ne dirai pas où se cache cette conseillère pour que vous ne puissiez pas la happer. En attendant, cher Luc Ferry, vous qui avez un si beau prénom, je vous demande de nous rejoindre à la tribune et on va boire vos paroles. Et évidemment, j'ai fait une erreur hier en disant que nous étions en 48 heures des assises nationales qui arrivaient à accueillir 3 ministres en 2 jours. J'avais oublié que vous l'avez été, ministre. Oui, donc vous êtes le 4e ministre à intervenir depuis 48 heures et je vous laisse la parole pour notre plus grand plaisir. Un grand merci à vous. Mais il ne fallait pas annoncer que la conférence allait être bonne parce que maintenant vous allez être déçus. Il a savonné la planche en fait. Je ne vais pas du tout vous parler de votre métier, bien que j'ai un ami très proche qui soit directeur d'EHPAD et que je connaisse un peu. Mais je vais plutôt vous parler de ce qui va entourer tous nos métiers et toutes nos activités dans les 20 ans qui viennent, c'est-à-dire de la fameuse 3e révolution industrielle. Simplement pour que vous sachiez pourquoi je vous en parle et d'où je parle, comme on disait en 68, j'ai fait 3 ans de biologie, un peu sérieusement, enfin même très sérieusement. J'ai passé 4 ans à écrire un livre sur la 3e révolution industrielle et puis j'ai été ministre de la Recherche et c'est évidemment quand j'étais ministre de la Recherche aussi que je me suis intéressé aux nouvelles technologies. Très rapidement, on vit une 3e révolution industrielle qui est caractérisée par beaucoup de choses, mais d'abord et avant tout par 3 traits. Gardez-les bien en tête, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'ils sont passionnants. L'intelligence artificielle, ou je dirais les intelligences artificielles, je vous montrerai tout à l'heure en quoi il y a plusieurs intelligences artificielles et comment elles bouleversent le monde. Et en tout cas, l'intelligence artificielle qui va faire fonctionner l'économie moderne, celle qu'on appelle l'économie collaborative, qui en vérité ne dirait pas du tout collaborative, cette intelligence artificielle, elle est capable de gérer d'énormes, de gigantesques masses de données en temps quasiment réel, c'est-à-dire en quelques secondes. C'est cette intelligence artificielle qui traite donc ce qu'on appelle le big data, comme vous le savez, sur des capteurs qui sont logés, par exemple, dans nos smartphones, qui permet donc de faire fonctionner l'économie collaborative qui va bouleverser le monde, mais aussi les biotechnologies. Par exemple, pour séquencer le génome d'une tumeur cancéreuse, l'intelligence artificielle est capable de le faire en quelques minutes ou quelques heures. Une tumeur cancéreuse, une cellule cancéreuse contient 20 milliards d'informations qu'aucun cerveau humain n'est capable de collecter. Et donc, c'est ce qui permet aujourd'hui les thérapies personnalisées. Et cette intelligence artificielle, elle est donc capable de traiter des milliards de données en quelques secondes, en quelques minutes, quelquefois en quelques heures, si vraiment elle a besoin de comprendre. Là où on a calculé qu'un cerveau de cancérologue mettrait 40 ans à séquencer le génome et à comprendre ce qu'il y a dedans d'une cellule cancéreuse. Je laisse ça de côté, mais je vous indique d'abord les enjeux. Cette intelligence artificielle qui traite le big data sur des capteurs qui sont logés notamment dans nos smartphones, mais ils peuvent être logés n'importe où, et ça vous concerne directement, j'y reviendrai tout à l'heure, avec les startups qui veulent remplacer les EHPAD. Eh bien, cette intelligence artificielle, qui est le cœur de la 3e révolution industrielle, elle a 3 retombées majeures. Je vous les indique pour que vous ayez les enjeux en tête. La première retombée, je la laisse de côté parce que ça ne vous intéresse pas ici, mais enfin, ça va bouleverser le monde. C'est la fameuse voiture autopilotée. J'ai participé cette année au séminaire qu'Henri de Castres, le patron d'AXA,
à organiser sur la voiture du futur, contrairement à ce que croit Madame Hidalgo, la petite voiture autopilotée propre, c'est l'avenir de la mobilité en ville, dans les grandes villes. La voiture autopilotée, sachez-le, elle a fait des millions de kilomètres dans le trafic sans aucun accident. Aucun. Sur des millions de kilomètres. Au CES de Las Vegas, il y a quelques semaines, elle a transporté les congressistes dans toute la ville sans volant, sans aucun volant. Ça n'a que des avantages. Plus d'alcoolisme au volant en Bretagne ou ailleurs. Non pas que le Breton arrête de boire, mais il n'y a plus de volant. Enfin, je ne vais pas sectaire dans le Var, dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous savez, c'est très très bien réparti en France. On peut continuer à boire, mais il n'y a plus de volant, c'est tout l'avantage. Les parkings construits en dehors des villes, donc plus d'accidents. C'est pour ça que AXA s'en occupe, parce que s'il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus de prime d'assurance. Pour les assureurs, c'est une catastrophe, la voiture autopilotée. Plus de permis de conduire, plus de limitation de vitesse à 80 km/h ou autre, plus de panneaux de signalisation, tout ça va bouleverser le monde. Ça a évidemment un impact sur la question du travail. Dans 20 ans, mes amis, il n'y aura pas un chauffeur de camion, pas un chauffeur de taxi aux États-Unis ou en France. Il y a 3 millions de chauffeurs de camions aux États-Unis, il n'y aura pas un seul dans 20 ans. Ça ira très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Elle est techniquement au point. Il y a quelques années, on lui posait, il y a encore 2 ans, on lui posait des problèmes tragiques du genre, tu es à la voiture, tu es sur une route bordée d'arbres, il n'y a pas moyen de s'échapper de la route, et il y a une vieille dame qui traverse et un chien qui traverse, qui est-ce que tu dois écraser? Eh bien maintenant, il sait qu'il faut écraser la vieille dame, donc je dis ça. Non, je blague évidemment. Et c'est un Français qui a mis ça au point, c'est Yann Lequin, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook. Un Breton de 55 ans, ce qui est assez rassurant. Ce n'est pas un gamin pakistanais, c'est un vieux Breton, si je puis dire, de 55 ans, très sympathique d'ailleurs. J'ai eu le plaisir de déjeuner avec lui il n'y a pas longtemps et qui est donc le pape de l'intelligence artificielle dans le monde. Passionnant. La deuxième retombée, donc je laisse la mobilité de côté, bien que ça m'amuse énormément, c'est pour ça que je vous en parle quand même un peu. La deuxième retombée, c'est ce qu'on appelle l'économie collaborative. Et ça c'est très dangereux pour vous. Le vrai modèle de l'économie collaborative, beaucoup plus que Uber, on a parlé d'uberisation du monde, c'est Maurice Lévy qui a inventé le terme, mais beaucoup plus que Uber, c'est Airbnb. Airbnb, vous savez, c'est la mise en location sur le marché d'appartements privés, d'une pièce de son appartement. Airbnb, c'est quelque chose d'assez fascinant parce que c'est le symbole de l'économie collaborative. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, elle permet, c'est la seule nouveauté de l'économie collaborative. Le reste, il n'y a rien de nouveau. Mais la grande nouveauté, c'est que l'intelligence artificielle permet à des non-professionnels de concurrencer des professionnels. Chez Airbnb, 0 hôtelier, 0 restaurateur, pas un membre de la profession. Juste l'intelligence artificielle qui permet de mettre une application dans votre smartphone et de gérer. Vous arrivez à Mexico, à New York, à Bogota, à Londres, n'importe où, à Berlin. Eh bien, quoiqu'à Berlin ce soit maintenant interdit, mais enfin c'est une des rares villes qui l'est interdit. Et vous pouvez trouver un Airbnb. C'est beaucoup moins cher la plupart du temps qu'un grand hôtel. Et c'est beaucoup plus agréable. Surtout si vous avez des enfants, vous pouvez en trouver un 2-3 pièces. Beaucoup moins cher évidemment, et puis en plus vous rencontrez les personnes locales, si je puis dire, et donc c'est une concurrence terrible pour les hôteliers. C'est pas du tout collaboratif, mes amis, l'économie collaborative. Pourquoi ? Parce que disent les hôteliers ? Ayez les chiffres en tête quand même, les ordres de grandeur. Airbnb, c'est 66 000 chambres en ce moment, au moment où je parle, à Paris. C'est 2,5 millions de nuitées en France, cette année. C'est énorme. Pour les hôteliers, c'est une catastrophe. Ils disent, mais attendez, nous, on a des charges sociales, on a des salariés, on a des normes handicap, on a des normes incendie. Tout ça, vous les particuliers, vous n'avez pas ces réglementations qui pèsent sur vous. C'est une concurrence déloyale. Et donc, les conflits qui naissent de l'économie dite collaborative, mais qui ne l'est pas du tout, sont des conflits qui sont appelés à être considérables, aussi bien avec les auto-écoles qu'avec les taxis, qu'avec les hôteliers, qu'avec les EHPAD. Et donc on a là évidemment toutes sortes de start-up qui se créent. J'étais l'autre jour dans un colloque où j'entendais justement le patron d'une start-up qui s'occupe donc de garder les personnes extrêmement dépendantes à la maison
Et entre parenthèses, je ne veux pas contredire la dame qui vient de parler, mais j'aime beaucoup mieux dire dépendant que grand âge. On peut être très âgé et pas être dépendant, on peut être jeune et dépendant. Ma maman, elle a 93 ans, elle prend le métro tous les jours, elle est parfaitement autonome, elle a quand même 93 ans. Et j'ai un Alzheimer qui, contrairement à ce qu'on croit, est une maladie relativement précoce. On peut avoir un Alzheimer à 60 ans et être complètement dépendant. Donc gardons le mot dépendante et oublions le politiquement correct 3 secondes. Donc cette économie n'est pas du tout collaborative, elle est extrêmement conflictuelle. Et je parlais donc de ce directeur d'une start-up qui veut garder les personnes très dépendantes à la maison avec des algorithmes médicaux extrêmement sophistiqués, très performants. On arrive à prévoir la crise cardiaque d'un vieillard une semaine avant. Tout ça, c'est pas simplement des caméras de surveillance, c'est relié à un centre, un médecin peut intervenir, une infirmière. Donc tout ça, évidemment, pose une question qui va être globale dans l'économie collaborative. Beaucoup de métiers, pas tous, pas le mien par exemple, peuvent être ubérisés aujourd'hui. Ça, c'est un de mes grands bonheurs, mais c'est très difficile d'écrire des livres de philo ou de sciences, ou même un bon roman. On peut fabriquer des arlequins, mais un roman écrit par l'intelligence artificielle, c'est rarement très bon. Mais en revanche, énormément de métiers, dont les vôtres, peuvent être ubérisés dans le quart d'heure. Donc, question qu'on doit se poser. Je vais être très clair, les Uber n'existeraient pas si les taxis s'étaient ubérisés eux-mêmes. Donc, question qu'on doit tous se poser, qui peut nous ubériser? Quoi qu'on en pense, même si on déteste cette économie collaborative qui est hyper libérale, la question, nous devons nous la poser. Quelles sont les tâches qui peuvent être ubérisées? Quels sont les métiers qui peuvent être ubérisés? Et il y a une grande discussion chez les économistes sur le sujet. Certains disent, voilà, c'est peut-être 15 ou 20% des métiers qui seront ubérisés dans les 20 ans qui viennent. D'autres disent, c'est beaucoup plus, c'est 80%. Personne, en vérité, ne peut exactement le savoir. Mais ce qui est certain, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le domaine de la mobilité, il n'y aura plus un chauffeur de bus, de taxi ou de camion dans 20 ans. Et ça pose évidemment une grande question, d'où le débat sur le RUB, le revenu universel de base, qui est la question de la fin du travail. Je ne crois pas du tout à la fin du travail, mais je crois qu'en revanche, on aura un énorme problème de formation professionnelle, c'est-à-dire de transition entre des métiers qui vont disparaître et des métiers qui vont apparaître. Mais la transition entre les deux sera très violente. Vous ne transformerez pas la petite caissière du G20 qui perd son emploi parce qu'elle est remplacée par une machine en data scientist dans le quart d'heure. La question de la transition entre les métiers qui disparaissent et les métiers qui apparaissent sera extrêmement violente avec l'économie collaborative parce que l'intelligence artificielle permet d'ubériser très rapidement une profession entière. Et c'est, contrairement à ce qu'on croit, pas les bac-3, mais les bac+10 qui seront les premiers à être ubérisés. Pas la petite caissière du G20, mais les oncologues et les radiologues en premier, les chirurgiens évidemment. J'ai beaucoup d'amis chirurgiens qui me disent, voilà, si tu as un cancer de la prostate, ne te fais jamais opérer par des mains humaines. Les robots sont meilleurs que nous, mais 1000 fois meilleurs que nous. Et donc, notamment en urologie, c'est très, très frappant. Les robots chirurgicaux sont encore pilotés par un joystick, mais dans 5 ans, ils seront pilotés uniquement par l'intelligence artificielle. En radiologie, en lecture d'une radio, l'IA est déjà bien meilleure qu'un radiologue, dans certains secteurs, notamment en dermatologie et en cancer de la peau, par exemple. Et donc, ce sont des métiers très souvent les notaires, les avocats, les juristes, les experts comptables et commissaires aux comptes, par exemple, seront ubérisés bien avant les jardiniers, les infirmières ou les hôtesses de l'air. Pour casser des œufs et faire une omelette, on peut fabriquer un robot, mais s'il coûte 5 millions de dollars, mieux vaut le faire soi-même. Et donc, il y a tous les métiers qui associeront la tête, l'intelligence, le cœur, très important le cœur, les relations humaines, et la main, ne disparaîtront pas, ne seront pas ubérisés. Mais les autres sont très en danger. Une infirmière qui vous retourne pour vous piquer le derrière en vous disant « ça vous fera pas mal », ce qui est rarement vrai, la machine ne sait pas faire ça. Voyez ? Et donc réfléchissons, c'est la grande question de l'éducation qui vient. Comment équiper nos enfants pour ce monde-là, pour qu'ils soient complémentaires de l'IA et pas au RUB, c'est-à-dire à 600 € par mois où ils deviendront alcooliques et pleins de ressentiments contre ceux qui rouleront en Porsche. Donc méfions-nous, c'est très dangereux le RUB. J'aime mieux aller vers une complémentarité avec ce monde qui vient, mais ça pose encore une fois une très grande question. Quels sont les métiers d'avenir? Quels sont les métiers qui sont appelés à être ubérisés? Encore une fois, tous ceux qui associeront tête, cœur, main, cuisinier par exemple. On parlait de Thierry Marx tout à l'heure, ça ne disparaîtra pas.
Infirmière, ça disparaîtra pas. Jardinier, ça disparaîtra pas, etc. Et dans les métiers qui seront ubérisés comme cancérologue ou chirurgien ou expert au compte, la relation humaine ne sera pas remplacée par le robot. Vous avez vu peut-être dans l'affaire du petit Grégory, c'était très intéressant. C'est un logiciel d'intelligence artificielle qui a repris le dossier. Pourquoi il a repris le dossier? Parce que le dossier fait quelque chose comme 28 000 pages. Le malheureux juge d'instruction, quand il arrive à la page 25 000, je peux vous dire qu'il a oublié le début. L'IA n'oublie rien. Donc elle sait, par exemple, quand Monsieur X a dit qu'il appelait Madame Y à 9h30 et qu'elle dit que c'était à 12h45, l'IA, l'ordinateur, il voit qu'il y a un couac. Mais qui va reprendre le dossier pour interroger les protagonistes du drame, comme on dit dans la presse? C'est évidemment un humain, c'est pas la machine qui va le faire. Vous voyez, donc même dans les métiers qui vont être ubérisés, il y aura toute une part qui restera. C'est plus les tâches que les métiers qui seront ubérisés. Mais certains métiers, oui, comme chauffeur de camion, disparaîtront en entier. Et puis il y aura une troisième retombée. Donc j'ai dit 3 retombées, c'est pour vous donner les enjeux simplement, mais je vais très vite, je suis désolé, mais il faudrait 2 heures pour raconter ça dans le détail, mais ce qui se passe, c'est vraiment très passionnant, donc il faut avoir l'idée. La troisième retombée, donc j'ai dit mobilité, j'ai dit économie collaborative, qui n'est pas du tout, et qui est hyper libérale, donc très conflictuelle. Et troisième retombée, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme, et ça aussi, ça va changer énormément de choses dans le domaine de la vieillesse. Transhumanisme, c'est quoi? Donc c'est d'abord un mouvement qui est né aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, qui est financé à coût de milliards, pas millions, milliards de dollars, notamment par Google. Google, vous le savez, s'appelle Alphabet. Alphabet, pourquoi? Parce qu'il décline les filiales comme un alphabet, ABCD. Et donc Google a au moins 4 filiales qui travaillent sur le transhumanisme, comme Google Brain, l'Université de la Singularité. La plus importante, c'est Calico, qui a été créé en 2013 avec 500 millions de dollars de dotation initiale. Ils ont recruté les plus grands biologistes du monde. Calico s'appelle Californian Life Company. Et donc, ça travaille uniquement sur le projet transhumaniste. Sachez que les GAFA sont tous là-dedans, Google, Apple, Amazon, Facebook, mais que les BATX, l'équivalent chinois des GAFA, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont exactement l'analogue des GAFA, mais en Chine, dans l'est de la Chine, sont encore plus puissants que les Américains aujourd'hui, notamment en matière d'IA. Ils sont très, 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 très en avance. Nous, on est au niveau 0, ce qui est un vrai problème. Le jeune, là, Cédric Villani, mathématicien, a dit qu'il fallait mettre 30 milliards, que l'Europe mette 30 milliards sur l'IA. Mais quand on met, et on ne les met pas encore, quand l'Europe met 30 milliards ou quand elle mettra 30 milliards, il faut savoir que les Américains mettent déjà 300 milliards. Donc on est absolument hors jeu. Donc on a des très belles entreprises comme Blablacar, des licornes même, mais la structure, l'infrastructure scientifique de l'IA, elle est entièrement américaine et chinoise. Et le paradoxe, c'est que c'est souvent avec des Français, comme Yann Lequin. Mais ils sont achetés par les firmes américaines, et les Américains ont compris qu'il fallait payer. Moi, j'étais chercheur au CNRS quand j'étais gamin. J'ai commencé à l'équivalent de 1 300 € d'aujourd'hui. C'est-à-dire pas de quoi vivre à Paris, et même pas louer un studio. Enfin, ou tout juste un studio, pas un 2 pièces. Bon. Et donc, j'ai commencé à 1 300 €. Quand on propose à un chercheur en IA de lui donner 10 millions par mois, ça facilite les délocalisations. Et en plus d'avoir un centre de recherche et des centaines de chercheurs avec lui, d'avoir le plus bel espace de travail au monde, ce que fait Facebook, évidemment, ça les délocalise et ils vont travailler aux États-Unis, même s'ils restent parfois en France, comme c'est le cas d'Yann Lequin. Donc la troisième retombée transhumaniste, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Alors c'est pas ce qu'on en dit dans la presse. Ça n'a rien à voir avec le nazisme, avec toutes ces âneries que je lis partout, y compris chez des gens comme Testard. Ça n'a aucun rapport. Je vous dis de quoi il s'agit. On peut aimer ou pas aimer, mais ça touche directement la question de la vieillesse. Ces 3 idées, alors après, il y a toutes sortes d'harmoniques, comme on dit en musique autour, de ramifications, si vous préférez, mais il y a 3 idées fondamentales. Et le cœur du cœur, c'est la réflexion sur la vieillesse. Il y a 3 idées fondamentales. La première idée, c'est de passer d'une médecine thérapeutique à une médecine de l'augmentation de l'être humain, comme on l'a fait, si vous voulez, pour des OGM, augmenter l'être humain. Depuis des millénaires, depuis les Chinois et les Grecs anciens, la médecine avait un seul modèle qui était le modèle thérapeutique. On appelait le médecin quand on s'était cassé la figure, quand on était malade, il était là pour réparer, pour soigner. Ce que veulent les transhumanistes, c'est ajouter une couche à la médecine thérapeutique
parce qu'on n'en a pas fini. Il y a encore 140 000 morts de cancer cette année en France, donc on a encore besoin de travailler sur la thérapeutique. Mais ils veulent rajouter une couche qui serait une médecine augmentative, améliorative si vous préférez. En anglais, ça s'appelle enhancement, un mot qui revient des millions de fois dans cette littérature. Il s'agit d'augmenter l'être humain. Augmenter quoi? C'est la grande question. Alors ce que disent les transhumanistes, c'est qu'on est déjà rentré, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, dans une logique de l'augmentation, notamment avec la chirurgie esthétique et avec les drogues. Le meilleur exemple étant celui du Viagra, sans vouloir être scabreux. Chirurgie esthétique, quand vous y réfléchissez, quelle que soit la définition que vous donniez de la laideur, ce n'est pas une maladie. Et les drogues, je prends l'exemple du Viagra parce que c'est vraiment le meilleur, j'y peux rien. J'adore d'ailleurs la pub Fiat, la petite pilule bleue qui tombe dans le réservoir de la Fiat 500 et ça devient un colossal SUV, ça nous fait tous rêver, y compris les dames. Eh bien, c'est vrai que c'est assez amusant. Et donc, c'est typiquement une drogue sans blague maintenant de l'augmentation parce que, je vais choquer personne, je vais prendre un âge très avancé, avoir des troubles de l'érection pour un garçon passé 110 ans, c'est pas pathologique. La vieillesse n'est pas une maladie, pas plus que la laideur. On est bien d'accord. Comme dit l'autre, en vieillissant, les raideurs se déplacent. C'est pas très élégant, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ah, ça fait rire les dames, surtout. Donc, on a là affaire à une médecine déjà de l'augmentation, de l'amélioration. Hein. On essaye d'améliorer, au fond, des phénomènes naturels comme la laideur ou la vieillesse. Donc, deuxième idée, je vais aller très vite. Qu'est-ce qu'ils veulent augmenter, les transhumanistes? La vérité, c'est que la seule chose qu'ils veulent vraiment augmenter, on peut imaginer d'augmenter l'intelligence, hein, c'est le grand thème de mon camarade Laurent Alexandre, on peut imaginer d'augmenter la force physique, la beauté, ce que vous voulez. Mais non, le vrai projet de Google, c'est d'améliorer la longévité humaine. Autrement dit, de lutter contre la vieillesse et contre la mort. C'est ça le projet fondamental. Et Calico, Californian Life Company, c'est son seul objectif, lutter contre la vieillesse. Retarder la vieillesse, nous faire vivre 200 ans, 300 ans et retarder la vieillesse aussi longtemps que possible. Et c'est très intéressant, ne faites pas ça, moi je suis très ami avec Bernard Kouchner, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, d'affection même pour lui, mais l'autre jour on s'est engueulé parce qu'il ne comprenait rien, quoi, pour dire les choses franchement. Il confondait longévité et espérance de vie à la naissance. Il me disait, mais si, on a augmenté la longévité, tu dis n'importe quoi, regarde cet idiot, non. Ne confondez pas les deux. On a considérablement augmenté l'espérance de vie à la naissance, notamment tout au long du XXe siècle. Et je vous donne les chiffres parce qu'ils sont très frappants. La première statistique en France, c'est 1750, l'espérance de vie était de 22 ans. Pas terrible. Je prends quelques dates, j'ai le tableau en tête, j'ai hélas une mémoire d'éléphant, c'est une vraie malédiction. 1863, Les Misérables, Victor Hugo. Quand Victor Hugo publie Les Misérables, l'espérance de vie en France est de 37 ans. Pas énorme. En 1900, tenez-vous bien, c'est encore 45 ans. Je mets hors guerre, évidemment, je parle de l'espérance de vie normale. À ma naissance, en 1951, c'est 62 ans. C'est-à-dire je ne serai pas devant vous aujourd'hui statistiquement, ce qui serait extrêmement fâcheux. Et aujourd'hui, c'est 82 ans. 82 ans. On a pris pratiquement 40 ans d'espérance de vie depuis 1900. Mais on meurt toujours, en gros, autour de 100 ans. Et encore quand on a la chance d'y arriver, ou le malheur d'y arriver. On est, Jeanne Calment reste le record mondial, 122 ans. Donc on n'a pas augmenté la longévité, on a augmenté l'espérance de vie, notamment grâce aux antibiotiques. Et donc ce que veut faire Calico, Google, c'est augmenter vraiment, nous faire vivre 150, 200, 300 ans. Et donc évidemment, le but de l'opération est de nous faire vivre en bonne santé psychique et physique. Il ne s'agit pas de fabriquer un peuple de gâteux en fauteuil roulant, ça aurait un intérêt médiocre. Et donc il s'agit de nous arrêter de vieillir à 40 ans ou quelque chose comme ça. C'est ça. Alors vous savez, mon ami Axel Kahn était très hostile à ça. Et puis l'autre jour, on a eu ce débat, il est public, donc c'est sur LCI, donc je peux le citer. Et il m'a accordé que très bientôt, nous allions vivre 150 ans. Et c'est un des plus réticents à cette idée. Vous voyez ? Et donc, il n'y a aucune raison pour qu'on ne réussisse pas à faire ce qu'on a fait sur les souris. Vous tapez sur Google, faites-le, d'ailleurs c'est assez marrant, souris transgéniques de l'université de Rochester. Et ces petites souris, grâce à une transgénose, en fait, transgénose très intéressante. On fait une modification génétique dans l'embryon, donc une transgénose. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'elles deviennent adultes, ça permet d'allumer
les cellules sénescentes. Vous savez ce que c'est que les cellules sénescentes? Elles sont ni vivantes ni mortes, elles sont en train de mourir. Et ce sont ces cellules sénescentes qui, passées 50 ou 60 ans, nous font des rides, des cheveux blancs, nous filent toute une pléiade de cancers, etc. Et donc on allume ces cellules sénescentes dans la petite souris, on les flingue, on les tue, et la petite souris vit 30% plus longtemps. Et en très très bonne santé, c'est ça l'avantage. Pas de cataracte, pas de maladie cardiovasculaire, pas de cancer, et surtout, mobilité beaucoup plus grande. Et donc l'idée, c'est un jour, beaucoup de gens travaillent là-dessus, notamment l'université de Rochester, l'université d'Oxford, Calico évidemment. L'idée, c'est de parvenir donc à nous faire vivre 150, 200 ans relativement rapidement, mais évidemment en très bonne santé, avec un projet philosophique que je ne trouve pas forcément idiot, surtout que je vieillis, c'est fabriquer une humanité qui soit jeune et vieille à la fois. Vous connaissez tous l'adage « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». L'idée, c'est de réconcilier les deux, d'être à la fois l'expérience de l'âge et en même temps la flamme et la vigueur de la jeunesse. Pourquoi pas ? Je veux dire, si ça marche, pourquoi pas? Moi, je trouve, je veux dire très franchement, je trouve qu'on meurt juste quand on commence à être moins con. Et donc, voilà, mais c'est vrai en plus. Il y a tellement de livres à lire, de femmes à aimer, ou d'hommes si vous préférez, mais voilà, tout ça est tellement... on arrive juste au moment... Moi, j'ai l'impression d'être juste un peu moins bête aujourd'hui, que ce soit au volant, avec mes enfants, avec... mes amis, enfin, voilà, et donc je trouve que, oui, 120 ans, c'est une mort précoce, en fait, si on calcule le nombre de livres qu'on a à lire, de langues à apprendre, de pays à visiter, enfin bref, voilà, c'est ça l'idée, je trouve que c'est pas du tout le nazisme. Le nazisme, c'était plutôt raccourcir nos vies que les augmenter, entre parenthèses. Bon. Donc je trouve que cette comparaison permanente dans la presse entre transhumanisme et nazisme est complètement idiote. La troisième idée, ça vient de là en vérité, la troisième idée, troisième pilier, c'est l'idée, très intéressante aussi je trouve, pas du tout stupide, suivante. Nous avons inventé, notamment dans la vieille Europe, les États-providence. Protection sociale, retraite, tout ça n'existait pas au XIXe siècle. Santé gratuite, éducation gratuite, etc. Quel était le but de la création des États-providence au départ et à l'arrivée d'ailleurs? Et ça a quand même relativement bien marché, et même formidablement bien marché, eh bien, et spécialement en France, et moi j'y tiens énormément, c'était finalement d'égaliser les conditions entre les riches et les pauvres. C'était ça. Vous allez à l'hôpital, vous allez au lycée, vos enfants vont au lycée, en gros, à peu de choses près, eh bien, l'éducation qu'ils reçoivent ou la santé, la médecine qu'ils reçoivent, qu'ils soient riches ou pauvres, c'est la même chose. Globalement, on a égalisé les conditions. Alors, il y a toujours des petites différences, on peut toujours se débrouiller, mais globalement, on a vraiment égalisé les conditions. L'idée transhumaniste, c'est de passer de l'égalisation des conditions sur le plan économique et social à l'égalisation naturelle. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un enfant qui a la mucoviscidose ou qui a une maladie génétique, une chorée de Huntington ou ce que vous voudrez, eh bien, l'idée, c'est que grâce aux biotechnologies, et notamment, vous savez, ce fameux sécateur d'ADN qui a été inventé par une jeune Française, Emmanuelle Charpentier, en 2012, qu'on appelle le CRISPR-Cas9, qui permet de couper-coller l'ADN aussi facilement que vous coupez un mot sur un traitement de texte. Et ça ne coûte rien. L'idée, c'est d'aller chercher le gène ou les gènes mutés, abîmés, dans l'embryon et de les remplacer par des gènes sains. Ce que des équipes de généticiens chinoises et américaines commencent à faire dès cette année. Et pourquoi pas? Sur des maladies monogéniques comme la chorée de Huntington, par exemple, pourquoi ne pas aller chercher dans l'embryon un gène muté, le remplacer par un gène sain qui pourrait être contre? Donc l'idée, c'est donc d'égaliser les conditions, pas simplement sur le plan économique, social, avec la protection de l'État-providence, mais c'est d'égaliser aussi les conditions naturelles. La loterie génétique qui vous tombe dessus, donc from chance, de la chance au sens statistique, à la volonté libre de corriger ces inégalités naturelles et pas simplement les inégalités sociales. Vous voyez l'idée? Et moi, je me suis beaucoup engueulé avec la Manif pour tous parce que j'ai défendu dans les colonnes du Figaro le mariage gay, ce qui m'a valu des centaines de lettres assez désagréables, du genre d'habitude, j'aime bien vos chroniques, mais alors cette fois-ci, franchement, c'est une catastrophe. Et donc, pourquoi? Parce que je pense que c'est une grande erreur de croire que la nature est un modèle moral. La nature n'est pas un modèle moral. La nature, elle est formidable quand c'est les îles grecques et qu'il n'y a pas trop de touristes, mais quand c'est le HIV ou le virus de la grippe, c'est une saloperie.
Donc dans la nature, mes amis, les gros mangent les petits. Moi j'ai des chats, j'adore les chats, mais ils bouffent les souris, aussi les petits oiseaux, les petits lapins, tout ce qu'ils peuvent attraper. Dans la nature, c'est Darwin, c'est Hitler la nature, c'est l'élimination des faibles. Jamais on n'aurait inventé ni la médecine ni la démocratie si on avait pris la nature comme modèle. Les antibiotiques, c'est antinaturel. La démocratie, la protection des faibles, c'est le contraire de Darwin. Darwin, c'est très naturel, la sélection naturelle. Et donc on a inventé la médecine moderne et la démocratie pour corriger la nature. Donc pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et la corriger, si on peut le faire sans dommage, dans l'embryon? Alors évidemment, tout ça doit être encadré, bien sûr. Tout ça suppose des réflexions éthiques, mais sur le projet, franchement, je n'ai pas grand-chose à objecter. Deuxième point, parce qu'en fait, tout ça, c'était le premier point. Vous allez souffrir. Mais si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut vraiment le deuxième point. Je vous ai dit qu'on vivait une troisième révolution industrielle. Le premier point, c'était les enjeux de cette troisième révolution industrielle, donc les trois enjeux, mobilité, économie collaborative et transhumanisme. Donc c'est bien un premier point, même s'il est gros. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est qu'une révolution industrielle? Et en quoi elle va vous frapper? Elle va nous frapper tous. Personne n'y échappera. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait un séminaire pendant 2 ans avec nos meilleurs économistes, les plus grands économistes. On a des économistes d'ailleurs formidables. Et donc, je vous donne simplement le résultat des courses. Pour parler vraiment d'une révolution industrielle, gardez bien la structure en tête, parce que c'est vraiment génial et à mon avis, ça permet de comprendre le monde d'aujourd'hui comme rien d'autre. Pour qu'il y ait vraiment une révolution industrielle, il faut qu'il y ait 3 éléments qui soient associés entre eux. 3 nouveautés grandioses associées entre elles. Premier élément, il faut une nouvelle source d'énergie colossale, comme l'électricité, le moteur à explosion, la vapeur, etc. Donc une source d'énergie nouvelle, absolument colossale et produite en quantité industrielle. Deuxièmement, gardez bien le schéma en tête. Deuxièmement, il faut que cette nouvelle production d'énergie, ou cette énergie nouvelle, elle engendre 2 modes de communication tout à fait nouveaux. Communication des idées d'un côté, ou je dirais plutôt immatérielle, parce que ça peut être des idées stupides, peu importe, mais communication immatérielle, et de l'autre côté, communication physique et matérielle, c'est-à-dire transport des marchandises et des personnes. Donc communication des idées, transport des marchandises et des personnes. Et puis troisième élément, il faut que ces 2 nouveautés, production d'énergie nouvelle, 2 modes de communication idéels, matériels, nouveaux, il faut que ces 2 nouveautés engendrent une réorganisation complète de l'infrastructure économique, de la production économique, pour parler comme Marx. 3 moments dans une révolution industrielle. Je vous donne l'exemple des 2 premières très très vite, juste pour que vous ayez la structure. Mais on pourrait y consacrer un séminaire de 2 ans à la Sorbonne ou un livre de 1500 pages. C'est génial. Puis je vous donne la troisième, c'est la nôtre. Mais ça vous permettra vraiment de comprendre ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, et même déjà aujourd'hui. La première révolution industrielle, très vite. On est en 1759 exactement, et James Watt invente une machine à vapeur absolument géniale. Elle a une chambre de condensation qui va lui donner une puissance extraordinaire pour l'époque de 15 chevaux. C'est James Watt qui invente la notion de cheval-vapeur, la comparaison entre la machine et l'animal. Et cette formidable machine à vapeur de James Watt, elle va être très rapidement couplée, en gros 20 ans après ou 15 ans après, par le Times, le journal londonien, en Grande-Bretagne. Eh bien, cette machine à vapeur, elle va être couplée avec la machine à imprimer de Gutenberg. Ça vous donne quoi, mes amis? Ça vous donne les rotatives à rouleau, l'impression industrielle. Communication des idées, c'est la naissance de la grande presse dans le monde. Avant, il y avait des gazettes, des feuilles de chou, mais il n'y avait pas de grande presse nationale. On peut penser ce qu'on veut de la presse, mais sans la grande presse, il n'y a pas de res publica, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de vie républicaine, il n'y a pas de campagne électorale, par exemple. Et donc, j'aime pas spécialement la presse, mais je la lis tous les jours. Et donc, on a naissance de la grande presse, donc communication des idées, mais aussi, mes amis, naissance de l'éducation nationale, ce qu'on appelle l'instruction publique à l'époque. Pourquoi? Parce que sans manuel scolaire, sans livre bon marché, il n'y a pas d'école publique possible. Et ça va avec la démocratie. Donc vous voyez, je vous dis ça en 3 secondes, mais c'est colossal. Et puis de l'autre côté, vous avez la naissance du chemin de fer, de la locomotive à vapeur, c'est-à-dire transport des marchandises et des personnes. 3e niveau de cette première révolution industrielle qui va durer 100 ans. 3e niveau, c'est la naissance de l'usine, unité de production centralisée.
le contraire de l'économie collaborative par avance, avec un big boss, le modèle c'est par exemple Schneider, avec un patron en haut qui est entouré d'un cabinet comme un ministre et qui commande à ce qu'on appelle élégamment une masse salariale, c'est-à-dire des malheureux prolétaires qui meurent en général 2 ou 3 ans après la retraite et qui qui sont mal payés et qui obéissent à un patron autoritaire. C'est la naissance du... Regardez comme c'est colossal, c'est la naissance du prolétariat, de la classe ouvrière, c'est la naissance de l'urbanisation de l'Europe. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut consacrer un séminaire de 2 ans à la Sorbonne. Mais je vous le dis en 3 mots pour que vous ayez simplement la structure. Deuxième révolution industrielle, vous avez exactement, enfin à 2 capis près, on est 100 ans après, en 1879, Edison qui est un génie, un grand barjot, va déposer 1000 brevets dans sa vie, il va créer General Electric. Edison invente, non pas comme on le dit bêtement l'électricité, il invente, on connaissait l'électricité depuis les Grecs. En grec, ça c'est ma rubrique hellénistique, en grec, électron, vous savez ce que ça veut dire électron? C'est l'ambre jaune. Pourquoi? Quand on frottait un morceau d'ambre jaune sur un tissu, il aimantait une plume. Donc c'est électron, ça vient de là. Et donc là, ce qu'Edison invente, c'est pas l'électricité, ce qu'il invente, c'est l'ampoule à filament. Et puis très rapidement, il va inventer le TSF, c'est-à-dire le télégraphe sans fil, pas la TSF. Et puis le micro du téléphone. Et donc, je rajoute 2 nouvelles énergies. Il va créer, enfin, juste un petit mot quand même, il va créer en 1880 la première centrale électrique à vapeur au monde. Il l'a créée à Manhattan, à New York. Et cette centrale électrique, elle va éclairer New York, et puis on va faire la même à Londres et à Paris. Et donc, elle va écairer les grandes villes. Bon, 2 nouvelles sources d'énergie en plus, pardon. En 1887, mais peu importe les dates, mais enfin tout ça, c'est dans la même période, c'est dans la même décennie. Daimler, le fameux Daimler de Daimler-Benz, Mercedes, invente le premier moteur à explosion à essence. Et en 97, donc 10 ans après, Rudolf Diesel, qu'on appelle en français diesel, invente le premier moteur diesel. 2 Allemands. 3 sources d'énergie colossales. Électricité produite industriellement, moteur à essence, moteur diesel. Colossal. 2 modes de communication nouveaux. D'un côté, le télégraphe, le téléphone, et puis rapidement la radio, et plus tard la télévision. Pour ça, je dis communication des idées, c'est plutôt communication immatérielle. Ça peut être Hanouna, c'est pas forcément Hegel. Mais de l'autre côté, vous avez le transport des personnes et des marchandises, le camion, la voiture, le train électrique, qui va beaucoup plus vite que le train à vapeur, et puis l'avion à hélice. 3e niveau de cette 2e révolution industrielle, vous avez la naissance des multinationales. Le capitalisme devient multinational. Sans téléphone et sans avion, pas de multinationale. Vous voyez comment ça fonctionne? La structure est extrêmement puissante. Un petit mot là-dessus. Pourquoi c'est épais dans le temps? Pourquoi il n'y a pas de 4e révolution industrielle? C'est une ânerie de parler de 4e révolution industrielle. Christian Saint-Étienne a tout à fait raison là-dessus. Il n'y en a que 3. Pourquoi? Parce que les révolutions industrielles durent longtemps. Pourquoi elles durent longtemps? Très, 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 très important pour comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Parce qu'il y a une phase de destruction. La voiture, ça détruit quoi? La diligence. Mais ça détruit les emplois qui allaient avec. Est-ce que vous connaissez des fabricants de diligences? Il n'y en a plus. Ça détruit les modes de vie qui allaient avec. Dans la machine à laver, elle détruit les lavoirs. Quand j'étais gamin à Fontenay-Saint-Père, Seine-et-Oise, où j'ai passé les 20 ans les premières 20 années de ma vie, je voyais tous les jours, il y avait 3 lavoirs qui étaient en fonction. Les dames lavaient le linge avec des espèces de raquettes de ping-pong, de battoirs, ça ressemblait à des grosses raquettes de ping-pong. Et nous, on allait pêcher les gardons, les épinoches dès qu'elles avaient fini de laver. Mais tout ça, quand je dis ça à mes filles, elles me regardent comme si je sortais de Jurassic Park. C'est un monde qui a disparu. C'est très important parce que c'est les objets qui ont disparu, les emplois qui ont disparu, mais les modes de vie qui ont disparu. C'est pour ça que le capitalisme est très violent et qui suscite des mouvements de contestation d'extrême gauche ou de gauche, parce qu'il est extrêmement violent. Il détruit les mondes anciens. Ce moment de destruction, il dure en général 50 ans, puis après vous avez un moment de recréation avec des objets nouveaux, des emplois nouveaux et des modes de vie nouveaux. En général meilleurs que les anciens. La voiture, c'est mieux que la diligence, le train électrique, c'est mieux que le train à vapeur, etc. Globalement, ça progresse, mais ça progresse dans quelque chose d'extrêmement violent, déchirant, et qui, évidemment, suscite des réactions de... Pensez au canut lyonnais de 1831. Les malheureux, ils sont uberisés par quoi, à l'époque, si je puis dire? Ils sont uberisés par la machine Jacquard.
La machine Jacquard, qui est une formidable machine à tisser, mais qui en effet détruit leurs emplois, d'où la révolte des canuts. Et donc on les appelait des canuts parce qu'ils tissaient avec des aiguilles qui s'appelaient des cannes à l'époque. Et donc la machine Jacquard, c'est une machine formidable, elle va apporter des progrès extraordinaires. Quoique, pour les plus vieux dans la salle, si vous vous souvenez, dans mon enfance encore, il y avait des pulls Jacquard, c'était très laid. On les mettait exclusivement à la montagne parce que même en cas d'avalanche sévère, on vous repérait à 15 km, mais sinon c'était affreux. Mais c'était fait pour montrer les performances de broderie de la machine, vous voyez. Mais évidemment, les canuts ont raison d'une certaine manière, ils ont raison et tort, ils ont raison, leurs emplois, leurs métiers vont disparaître et en même temps l'industrie textile va créer des millions d'emplois. Mais ce n'est pas les mêmes et ce n'est pas pour eux. Même chose pour Amazon aujourd'hui. Amazon crée beaucoup d'emplois. Il y a 3000 librairies en France, il en restera 300 dans 10 ans. C'est comme ça. Donc est-ce que c'est un progrès ou une régression ? Le problème, c'est que ça pose vraiment le rôle de l'État, c'est plutôt ça la question. Moi, je suis pour ce progrès, mais l'État devrait être là pour encadrer ce progrès, et notamment, question de formation professionnelle permanente qui est cruciale. Je ferme la parenthèse, mais comprenez, il y a un moment schumpeterien, un moment keynésien, il y a un moment de destruction, un moment de recréation. Et c'est épais dans le temps. Troisième révolution industrielle, j'aurai bientôt fini, rassurez-vous, mais c'est celle qui nous intéresse, on est dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Troisième révolution industrielle, on est en 1990 exactement. 1990, un Britannique qui s'appelle Tim Berners-Lee et un Belge, Robert Cailliot, inventent le web. Ne confondez surtout pas le web et l'Internet. Le web, c'est une application de l'Internet, comme entourage, comme votre système de courrier électronique, par exemple. Et qu'est-ce que c'est que le web? C'est juste une idée géniale. L'idée, c'est de casser les silos, de casser les barrières sur la toile, sur le net. Avant, à la limite, chaque pays, chaque entreprise, chaque individu avait son langage à lui, personne ne comprenait personne. Ce qu'inventent ces deux chercheurs, c'est au fond quelque chose d'absolument génial. On n'a même pas idée à l'époque de ce que c'est, même aujourd'hui. Pour la première fois de son histoire, l'humanité est entièrement connectée avec elle-même en temps réel. J'ai une fille qui travaille à Lima, au Pérou, je peux parler avec elle sur Skype ou sur WhatsApp à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en direct. Ça, c'était inimaginable avant. C'est la connexion en moment réel, en instant réel, en temps réel de l'humanité tout entière avec elle-même, de n'importe quel point du globe vers n'importe quel point du globe à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça, c'est le web. Et on se comprend. C'est la révolution du web. Au début, on ne voit pas à quoi ça va servir parce qu'on n'a pas le haut débit. Est-ce que vous vous souvenez, moi je me souviens quand j'étais au ministère, il y a un monsieur adorable qui vient installer un ordinateur. Et est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque, c'était en 2002, les pages s'alignaient encore mot à mot, ligne à ligne. Les pages du web s'alignaient ligne à ligne. On mettait 1 heure à avoir un texte entier. J'avais mon copain Joël de René qui disait « c'est génial, on va pouvoir prendre les billets d'avion avec ». Je lui disais « mais t'es malade, ça met 2 heures ton truc ». Et on ne voyait pas à quoi ça allait servir. Vous vous souvenez du bruit du modem? Le couinement abominable du modem. Je ne parle pas de Bayrou quittant le ministère, mais là, c'était horrible. Le pauvre. Mais c'était affreux. Et donc tout ça, on va voir, quand on aura le haut débit, c'est-à-dire quelques années après, on va voir que le truc est absolument génial. Et aujourd'hui, plus personne ne peut s'en passer. Vous retrouvez les 2 modes de communication, mes amis. La structure est la même. Communication des idées, là encore entre guillemets, c'est pour l'essentiel Google et les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Puis Google, on fait des recherches. Et puis de l'autre côté, vous avez communication réelle, c'est l'Internet des objets, c'est l'Internet des capteurs. Génial, des objets. 15 milliards d'objets connectés aujourd'hui. 300 milliards à la fin de la prochaine décennie, il y en a partout. Et c'est ça qui va concurrencer les EHPAD notamment. Parce que les objets connectés permettront de garder les gens à la maison. En tout cas, c'est l'idée. Et donc, il faudra trouver une autre stratégie par rapport à ça. Et donc, une autre communication et d'autres bienfaits que garder les gens à la maison. Ce ne sera pas commode. Et donc, là, on retrouve les 2 modes de communication, avec un petit mot que je dois vous dire, parce que sinon, on ne comprend pas. Le big data, qu'est-ce que c'est que le big data? N'allez pas chercher des définitions compliquées dans des livres compliqués, ce n'est pas la peine. Le big data, mes amis, c'est toutes les traces que nous laissons sur la toile, point final. Et dites à vos enfants, c'est ineffaçable. Si on met une connerie sur Facebook, on peut 10 ans après la retrouver. Donc faites attention, le big data, or,
c'est toutes les traces de navigation que nous laissons. Vous les changez de votre voiture, vous le regardez sur Google, des sites d'automobiles. Toutes les traces que vous laissez sont récupérées par Google. Jean Tirole, prix Nobel d'économie, a analysé ça de façon géniale en disant c'est une économie biface. Ça veut dire quoi? C'est tout le modèle économique de la troisième révolution industrielle qui est là. Alors écoutez-le, ça prend 30 secondes, mais c'est le modèle économique de toute cette affaire. Qu'est-ce que c'est que cette économie biface? Vous naviguez sur Google, vous faites quelque navigation que ce soit, ou sur Amazon, ou Twitter, ce que vous voudrez. Vous voulez changer de chargeur d'iPhone, peu importe. Vous naviguez, les traces que vous laissez, elles sont récupérées par Google. Quand vous allez naviguer, c'est gratuit pour vous. Vous n'avez pas payé, il n'y a pas un compteur qui se met en route. C'est gratuit. Faux gratuit. Les traces sont récupérées par Google, ou par Facebook, ou par les autres. Elles sont revendues aux entreprises pour cibler immédiatement la publicité. Vous allez naviguer sur Renault, vous recevrez une publicité de Peugeot immédiatement. Vous achetez un chargeur d'iPhone sur Amazon, dans les 3 secondes, et d'autres ont acheté aussi ceci ou cela. Économie biface, gratuit pour vous, payant pour les entreprises. Gardez bien le chiffre en tête parce que c'est tout le modèle économique et les gens n'ont pas ça en tête. En 2016, Google a gagné, tenez-vous bien, 90 milliards de dollars. Milliards, pas millions, 90 milliards de dollars, juste en revendant nos data, nos navigations, nos données. Je suis président du, je ne sais pas quoi, le conseil scientifique, enfin un machin ronflant d'école polytechnique d'assurance, très intéressant pour les assureurs. Vous mettez une photo de vous en train de boire un whisky, fumant une cigarette au volant d'une belle voiture, et si alors en plus vous avez une jeune fille ravissante à côté, c'est mortel. La trace est récupérée, revendue aux assureurs, qui évidemment, en France c'est interdit, mais c'est autorisé aux États-Unis, vont augmenter considérablement votre prime d'assurance. Vous avez pris 4 risques énormes. Et donc, oh non, mais on entre dans un monde, Marlène Schiappa vivra admirablement dedans, mais moi pas. Et donc, on va rentrer dans ce monde-là. Mais c'est un monde dans lequel, encore une fois, l'économie biface, c'est le modèle économique de la troisième révolution industrielle. Et tous en profitent, évidemment, sans qu'on s'en aperçoive. Ça leur appartient, en plus, légalement, nos données. Et donc, on a là, évidemment, quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que cette économie collaborative, qui est donc le 3e niveau de la troisième révolution industrielle, elle n'est pas du tout collaborative, elle est très, très problématique. Elle a plein de progrès. D'ailleurs, plus personne ne peut s'en passer. Mais vraiment, la question de l'encadrement de cette économie, du rôle de l'État est très importante. Je termine juste, c'est le 3e point, mais il sera très bref, sur l'IA. Ne confondez pas les 3. C'est le moteur de cette troisième révolution. Sans IA, que dalle. Pas de séquençage d'une cellule cancéreuse, pas de thérapie personnalisée, pas d'économie collaborative, pas de Uber, pas de Airbnb, pas de traitement du big data. Donc c'est l'IA qui fait tout. Pour ça que c'est devenu un peu partout le grand slogan. On parle que de ça maintenant, l'intelligence artificielle, parce que c'est elle qui fait fonctionner tout ce que je viens de vous dire. Mais il y a 3 IA, les confondez pas, sinon on comprend à nouveau rien. Il y a ce qu'on appelle l'IA faible. L'IA faible, c'est celle qui bat Kasparov, le champion du monde d'échecs en 97. C'est celle qui, depuis, a battu le champion du monde de jeu de Go, ce qui est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et c'est celle qui a battu le mois dernier les 4 meilleurs joueurs de poker, ce qui est compliqué pour une machine, parce qu'au poker, il faut mentir, il faut savoir quand l'autre ment. Compliqué. Ça, c'est l'IA faible, c'est celle qui séquence le génome d'une tumeur cancéreuse, c'est celle qui lit une radio, mieux qu'un radiologue, c'est celle qui fait fonctionner Airbnb, Uber, etc., Blablacar, etc. Ça, c'est l'IA faible. Pourquoi on l'a dit faible? Elle est hyper performante, mais elle est totalement stupide. Elle ne comprend rien, elle n'a pas la conscience de soi. Et en plus, elle est comme un nageur dans une piscine olympique, elle est dans son secteur. Si vous avez un jeu d'échecs dans votre smartphone, il peut battre le champion du monde d'échecs sans problème, même là-dessus. Mais il ne peut rien faire d'autre. Vous le sortez du jeu d'échecs, il ne sait rien faire. Il est dans son couloir. Deuxième IA, c'est ce qu'on appelle la super IA, c'est l'idée de fabriquer une IA qui serait capable de contextualiser. L'IA faible ne contextualise pas. La super IA, ce serait celle qui serait capable de comprendre non seulement les questions qu'on lui adresse, mais le contexte des questions. Par exemple, j'adresse à mon petit smartphone, je demande un restaurant chinois à midi, dans le 15e arrondissement, il va me donner l'adresse d'un restaurant chinois dans le 15e arrondissement, il va comprendre au fond que je veux aller déjeuner. Si je lui demande à 3 heures du matin, il faut qu'il me donne une autre réponse. Il faut qu'il me mette un Deliveroo, qu'il me mette un serveur à domicile, par exemple. Ça, c'est la contextualisation. Un enfant de 5 ans, 5 ans peut-être pas, mais enfin un enfant de 8 ans,
qui a eu 2 en dictée, il rentre à la maison, le père lui dit « Ah ben dis donc, je te félicite, bravo, 2 en dictée. » L'enfant comprend très bien que c'est ironique. L'intelligence artificielle ne comprend pas. Faites l'expérience, vous pouvez la faire vous-même là. Vous tapez sur Google tous les animaux sauf les vaches. Il vous met que des vaches. Il ne comprend pas le compte, il est très con. Mais en revanche, il gagne aux échecs, il gagne au jeu de Go, il gagne au poker, il fait marcher Uber, il fait marcher Airbnb. Donc il est à la fois génial et stupide. La super IA, ce serait de faire une intelligence toujours faible, mais contextualisante, et qui serait capable par exemple, de battre l'humain, d'être plus performante que l'humain dans tous les domaines. Mais sans rien comprendre, toujours, malgré tout, pas intelligente, calculante et pas intelligente. La troisième IA, je termine avec ça, je vous laisse en paix. La troisième IA, c'est ce qu'on appelle l'IA forte, c'est le grand projet de Google, et c'est l'idée de fabriquer, au fond, l'équivalent d'un cerveau humain, donc une intelligence qui aurait la conscience de soi. Là, c'est une vraie intelligence qui pense, qui aurait le libre arbitre, la capacité de décider, et qui serait aussi, puisque le cerveau est le siège des émotions, l'idée c'est de fabriquer donc des connexions neurales artificielles, si vous voulez, non biologiques, mais qui auraient les mêmes performances que les nôtres, et donc du coup, on fabriquerait là une post-humanité, c'est-à-dire une intelligence qui serait une vraie intelligence, avec les émotions, la haine, l'amour, la colère, la peur, etc., la jalousie, et donc on aurait fabriqué un être vraiment intelligent. Mais attention, sur une base de silicone et pas de carbone. Disons une base matérielle et pas biologique. J'ai beaucoup discuté avec eux, notamment des assistants de Ray Kurzweil, qui est le patron de l'Université de la Singularité. Et au début, je rigolais, je disais, bon d'accord, Asimov, science-fiction. Non, et j'ai compris leur raisonnement à eux. Donc je vous le donne, après vous jugerez par vous-même. Enfin, sachez que Bill Gates y croit, Stephen Hawking y croit, Elon Musk y croit, et ce n'est pas des clowns. Et ce n'est pas des fanatiques de la Troisième République, c'est des plumes sergent-major, ce n'est pas Finkielkraut, Onfray et Natacha Polony. Donc c'est quand même, il faut regarder. Donc ce qu'ils font, c'est les acteurs, et donc eux sont très inquiets. Et donc, quel est leur raisonnement? Je vous donne juste le raisonnement et je conclurai. Le raisonnement, ils sont matérialistes. Ça veut dire quoi, matérialiste? Philosophiquement parlant. Ça veut dire qu'ils pensent que nous sommes déjà des machines. C'est ça le matérialisme. Nous sommes déjà des machines sophistiquées, compliquées, mais machines quand même. Contrairement aux chrétiens, ils ne pensent pas qu'il y a l'âme d'un côté et puis le corps de l'autre, dualisme. Ils sont monistes. L'âme et le corps, c'est un. La pensée et le cerveau, c'est la même chose. Et la preuve, c'est que si je vous bousille le cerveau, vous penserez beaucoup moins bien, disent-ils. Ils ont raison. Et donc, ils sont monistes et matérialistes. Donc, ils pensent que nous sommes déjà des machines compliquées et que, du coup, la question de savoir si on arrivera à faire des connexions neurales équivalentes aux nôtres, mais sur un support non biologique, est une question de temps, de complexité. Mais que c'est qu'une question de temps et de complexité, ce n'est pas une question de qualité ou de nature, si vous voulez. Donc, ils pensent qu'on y arrivera. Et encore une fois, Elon Musk, Stephen Hawking ou Bill Gates ont signé ensemble une pétition en juillet 2015 déjà, avec les 1000 plus grands chercheurs au monde pour stigmatiser, pour dénoncer les dangers d'une intelligence artificielle forte, notamment sur le plan militaire. Je laisse ça de côté, mais allez voir vous-même sur Google, notamment, c'est quand même fascinant. Personnellement, je n'y crois pas à cette troisième forme d'IA, parce que je continue à penser que pour éprouver des sentiments, il faut avoir un corps biologique. Mais eux me disent que je suis un spiritualiste du 19e siècle en voie de disparition, donc le débat est ouvert. En tout cas, les deux premières sont là. L'IA faible et la super IA, on y va. C'est qu'une question de temps. Je demandais l'autre jour à Yann Lequin, est-ce qu'on va vers la super IA? Il m'a dit, mais il n'y a aucun problème, c'est qu'une question de temps. On va contextualiser. On sera meilleur que l'humain dans tous les secteurs, pas simplement aux échecs ou aux jeux de Go ou au poker, ou pour lire une radio ou décrypter un cancer. Vous voyez? Donc on va vers ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui va bouleverser nos vies, qui va impacter toutes les tâches humaines et beaucoup de métiers. Juste un dernier point, c'est promis, je me tais, mais j'essaye d'aller vite, mais en même temps, si on n'a pas le paysage global, il y a deux conceptions de la vieillesse dans l'histoire de la philosophie qui sont toutes les deux géniales, et je voudrais quand même dire un petit mot là-dessus. Il y a une conception moderne de la perfectibilité humaine qui fait finalement l'éloge de la vieillesse, alors jusqu'à un certain point évidemment. Et vous trouvez ça par exemple chez Rousseau, chez Kant, mais il y a un très beau, le plus beau poème, enfin un des plus beaux poèmes de Victor Hugo que vous connaissez sûrement, qui est Beaux endormis, qui fait l'éloge de la vieillesse. Beaux était très très vieux, il avait plus de 100 ans, il épouse une femme ravissante, il va encore avoir une descendance, une Moabite qui s'appelle Ruth dans la Bible, et Victor Hugo consacre un magnifique poème à l'éloge de la vieillesse. En fait, c'était un plaidoyer pro domo, parce qu'il commençait à vieillir, à courir après les bonnes à Guernesey, et donc c'est quand même à lui qu'il pensait. Il y a 8 vers géniaux.
Beaux étaient bons, je cite ça de mémoire, je vais sûrement me planter, mais beaux étaient bons maîtres et fidèles parents. Il était généreux quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Éloge de la vieillesse. L'horizon élargi. Le jeune, il est beau, il est vivant, il est fort, mais il n'a pas la lumière, il n'a pas l'œil élargi, il n'a pas l'expérience qui élargit l'horizon. Éloge de la vieillesse. Chez les Grecs, non. Vous avez un petit livre de Sénèque, notamment, sur la vieillesse, et puis vous avez toute la littérature grecque sur le sujet. Les Grecs pensaient autre chose. Ils avaient une toute autre idée du sens de la vie, au fond. Ils avaient cette idée que, comme ils disent presque tous ça, les anciens, peu importe le temps de durée de la vie, peu importe, dit Sénèque, qu'on vive 800 ans ou qu'on vive 80 ans ou qu'on vive 50 ans. Ce qui compte, c'est d'habiter le présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les Grecs, notamment les stoïciens, les premiers, puis après les stoïciens romains, comme Sénèque, avaient cette idée que deux mots MAUX pèsent sur la vie humaine. Le passé et le futur, la nostalgie et l'espérance. Nostalgie, ça nous tire en arrière, on regrette le bon vieux temps. L'espérance, ça nous tire en avant, on espère que ça ira mieux après. Mais l'espérance, c'est le pire des mots pour les Grecs. Espérer la santé, c'est être malade. Espérer la richesse, c'est être pauvre. Comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, parce qu'on craint de ne pas y arriver. Et donc, ce que disaient les sages grecs et romains, méfiez-vous de la nostalgie et de l'espérance. La vraie vie, ça consiste à habiter le présent. Sénèque dit ça, il dit à force de vivre dans le passé ou dans le futur, dans la nostalgie ou dans l'espérance, vous manquez de vivre. Seul le présent est, vous n'y êtes jamais. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Vous y êtes tout le temps, vous êtes dans des néants. Seul le présent existe, vous n'y êtes jamais. Et donc pour les Grecs, ce qui comptait, ce n'est pas la longévité, ce n'est pas la durée de la vie, c'était la manière de l'habiter finalement. Et au fond, une vie peut être réussie même si on meurt à 50 ans ou à 40 ans ou à 30 ans. Chopin à 39 ans, Jésus pas loin, et donc ça peut être une vie réussie, mais on peut avoir une vie de merde et vivre jusqu'à 110 ans. Voilà. Donc c'est pas le problème de la longévité, c'est le problème de la capacité à habiter le présent. Voilà, c'est une idée très puissante. Je vous laisse les deux parce que voilà, avant j'étais un peu grec et maintenant je suis plutôt d'accord avec Victor Hugo. Merci.